Bonjour. Alors, donc je suis sculptrice. Je suis ce qu'on appelle un sculpteur figuratif. Donc je travaille la figure humaine et animale en général, le portrait en particulier. Voilà, pour ce faire, j'utilise de la terre, qui est donc de l'argile, ce matériau, et qui est une terre chamottée. La chamotte, c'est donc la même terre que celle-ci que l'on voit là, qui a été cuite, concassée en grains très très fins et qui est rajoutée à la terre. Ce qui donne à la terre une très forte résistance. En fait, c'est presque son armature, quoi. Ça nous permet de faire des pièces très, très grandes, de garantir peu de risques à la cuisson. Et enfin, quand on connaît bien le matériau, on arrive à la pousser très loin. Voilà, donc j'ai des années de pratique avec cette terre-là que je connais très bien. Donc j'aime bien sa plasticité, je suis devenue très intime, puisqu'on est quand même avec son matériau, on a une intimité après qui est importante. Et donc j'utilise cette terre-là, voilà, qui vient de Puisaye, je pense. Elle est retravaillée ici en banlieue parisienne. Et puis je me fournis donc là. Donc, la bonne panoplie du sculpteur, c'est donc une sellette ou une tournette, ce qu'on appelle les tournettes. Là, comme je vais faire une pièce un peu grosse, je ne vais pas m'en servir, je vais plus m'organiser comme ça. Donc, on met toujours, quand on garde les pièces comme moi, puisque encore une fois, moi je travaille sans armature, donc je vais garder la pièce, elle va partir en cuisson. Il faut toujours mettre du plastique dessous, sinon la terre colle au bois et on ne peut plus l'enlever. Bon, ça, c'est des toutes petites choses. Voilà, donc la terre, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une terre chamottée. Ensuite, on a bien sûr de manière à garder la terre toujours humide quand on la travaille. Donc ça, c'est plus voilà, quand on mouille vraiment. Bien, alors les outils maintenant. Alors, des ébauchoirs. Ça, ce sont des outils qui vont me permettre de travailler quand je vais être plus dans les détails, en fait. Des couteaux, pas mal de petits outils. Voilà. Des outils comme ça. Vous voyez, des outils qui me permettent de faire des choses très très fines. Des outils beaucoup plus fins. Ce sont des outils, même des instruments de dentiste, en fait, que j'ai récupérés. Voilà, tous les sculpteurs récupèrent des outils de dentiste. Les mirettes, ça c'est très important. Ça nous permet d'enlever, en fait, d'aller chercher la terre, de l'enlever. Ça, c'est des grosses mirettes qui me permettent d'évider ma terre. Je vide avec ces outils ou avec cet outil-là. Après, il y a un peu des outils de cuisine, des outils qui sont récupérés, dont je peux avoir un usage, voilà, des choses comme ça. Ou pas d'ailleurs. Ça me permet de couper, ça me permet de faire... Allez, on garde tout en fait. J'en fabrique aussi, ça c'est un pied de chaise qui va très bien, ça me permet de taper ma terre pour enlever les bulles d'air. Il est dans un bois très, 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 très dur. Alors les maillets, bien sûr, le sculpteur a toujours ses maillets qui lui permettent de taper. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Voilà, ça aussi, ça va me permettre de couper ma terre. C'est un peu tous des outils de cuisine qu'on trouve et puis qu'on applique. Enfin, tout, on peut se servir de tout en fait. J'ai fait les Beaux-Arts à Besançon, donc très jolie petite ville en région, dans le Doubs. Ensuite, je suis partie aux États-Unis où j'ai refait. Donc, aux Beaux-Arts de Besançon, je suis diplômée en peinture et en gravure. Donc, en fait, deux modes d'expression qui sont très. Enfin, la gravure m'a obligée à travailler en noir et blanc finalement. Voilà, puisque je faisais en noir et blanc et en peinture, j'ai fini par travailler beaucoup le noir et blanc, le gris, ce qui m'a obligée à me relever dans l'espace pour pouvoir avoir une autre dimension.
voilà, l'épaisseur de mes travaux en peinture ne suffisait plus, il fallait que je sois en 3 dimensions. Alors là, il faut bien calculer. Il faut laisser aucune bulle d'air. Donc là, il faut que la jonction elle soit parfaite. En fait, c'est là où c'est très technique. Parce que les bulles d'air... En fait, si on laisse des bulles d'air, la pièce, quand elle va sécher, elle va se rétracter de quelques millimètres, mais pas mal quand même. Donc en fait, c'est pour ça qu'on évite d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, mais on laisse quand même à peu près 2-3 cm au bord, le long, et s'il y a des bulles d'air qui sont restées coincées dans ces 2-3 cm, la bulle d'air, avec la pression, elle va chercher à sortir, elle va vouloir partir. Et là, clac, ça fait une fissure et ça saute en fait. Et surtout à la cuisson. Voilà pourquoi donc aucune bulle d'air. Alors, et là, on va bientôt pouvoir commencer le travail. Mon diplôme en poche aux Beaux-Arts de Besançon, donc le diplôme final, qui s'appelle le DNSEP, le Diplôme national d'expression plastique. Je suis partie à New York, aux États-Unis, où là, je refais une autre école, cette fois en sculpture. Et là, ça a été assez extraordinaire. Déjà, bon, New York, quand on est jeune, c'est fabuleux. Cette capitale du paradoxe qui m'a... Vraiment, c'est une ville incroyable, quoi. Comme Paris, Paris aussi, ce sont des villes fabuleuses, où là, on va à la recherche de soi, en fait, en rencontrant les autres. C'est peut-être ça aussi le portrait. C'est ce miroir, en fait, ce reflet de soi dans l'autre. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup voyagé, en fait. J'ai fait beaucoup de la Chine, enfin, tout le temps à la recherche peut-être de moi-même. C'est peut-être un des autoportraits que je fais en permanence. Pourquoi je fais du portrait? Je vais essayer de faire le portrait de Pierre Loti, de cet immense écrivain, bien sûr, que tout le monde connaît, journaliste, mais aussi très grand officier de marine, et qui a même rejoint les rangs de l'armée de terre en 14-18. Voilà, cette personnalité exceptionnelle, extraordinaire, cet amoureux fou de l'Orient qui a construit, enfin décoré l'intérieur de sa maison, que j'ai eu la grande chance de voir, à Rochefort-sur-Mer, de manière vraiment une maison-musée qu'il faut absolument aller voir, la maison de Pierre Loti à Rochefort. Ça traduit bien la personnalité de Pierre Loti. Voilà pourquoi je fais Pierre Loti aussi, parce que c'est le 100e anniversaire de sa mort au mois de juin cette année. Encore une fois, la mémoire, l'histoire. Donc on va remouiller. Donc en fait, c'est vraiment tout au ressenti. On travaille beaucoup en touchant. Voilà, moi je sens, si ma terre a besoin d'eau, par exemple, là je sens qu'en fait elle est pas sèche du tout, mais il faudrait qu'elle soit à ce stade-là du travail, il faudrait qu'elle soit un peu plus mouillée. Et donc c'est aussi
j'arrêterai aussi et j'éviderai en la touchant. Donc on est vraiment beaucoup dans une relation très sensuelle avec ce matériau. Il y a beaucoup de sensualité. Et pas seulement le regard, aussi le toucher, quoi, qui est important. Alors, comment je choisis Enfin, quelle photo je vais choisir? Alors, on le voit bien, là, ce dessin, cette gravure est très juste. C'est pour ça que je l'ai mise. Parce qu'il est tout le temps dans cette attitude quand même très comme ça, dans ce mouvement-là. On le sent. Et précisément, la difficulté, quand on fait un portrait, c'est de saisir ce mouvement. Il va falloir que je sois dans cette entre-deux pour qu'il soit là, présent, en fait. La difficulté du portrait, c'est pour ça que c'est décrié, c'est que c'est statique, en fait. C'est que la pièce, enfin, évidemment, les œuvres d'art ne bougent pas, mais il faut leur insuffler quelque chose. Certainement pas la vie, mais un bruissement. Il ne faut pas qu'elle soit statique. Je crois qu'il y a une définition qui est assez juste, qu'on pourrait accoler à l'art du portrait. Jean Cocteau disait « Nous sommes habités par une ombre bien plus intelligente que nous-mêmes ». Et un portrait vraiment réussi pour moi, c'est justement de réussir à saisir cette ombre et de l'arrêter dans la sculpture. Voilà. Je pense que c'est très prétentieux, hein. J'en suis très loin. Et en fait, c'est ce que j'essaie de faire depuis des années, essayer de trouver cette Mona Lisa, peut-être. Vous voyez, par exemple, la Mona Lisa de Léonard, elle est vraiment, on la sent, je ne sais pas, cette ombre, on sent cette ombre qui est là. Donc en fait, mon Pierre Loti, je vais déjà le positionner, je vais essayer de le positionner dans cette attitude. Alors, on n'y est pas encore, hein. Mais progressivement, je vais trouver son positionnement. En tant que sculptrice, j'ai rejoint ce statut très particulier qui est peintre officiel de l'armée. C'est une exception française d'ailleurs, hein, parce que d'autres pays ont beaucoup de peintres militaires, comme les États-Unis, il y a énormément de peintres, ou d'autres pays en Europe aussi d'ailleurs. Mais nous, en fait, on est nommés par le ministre officiellement. C'est pour ça qu'on nous appelle les peintres officiels de l'armée. Voilà. Armée de terre, donc, mais aussi armée de l'air et de l'espace. J'ai les deux statuts, enfin casquette et képi, donc air, espace et terre. Alors, en fait, on entre en tant que peintre de l'armée, eh bien, c'est un concours, en fait, hein, exactement comme les autres concours pour les salons. En fait, hein, on est choisi sur dossier dans un premier temps. Donc, il faut bien sûr travailler sur des œuvres militaires, hein, c'est l'armée, donc il faut que ça reste militaire. Moi, je m'étais présentée avec le buste de Charles de Gaulle et puis le soldat inconnu. Alors, il y a des thèmes. Voilà, l'année où je m'étais présentée, le thème c'était le soldat inconnu. Voilà, il fallait travailler là-dessus. J'ai été sélectionnée pour participer à l'exposition, puisqu'en fait, sur les quelques, je sais pas, 500 personnes qui se présentent, il y en a une soixantaine retenues pour exposer. Et ensuite, il y en a 1, 2 ou 3 qui sont retenus pour être entrés chez les peintres de l'armée. Pas à chaque fois d'ailleurs, c'est en fonction des places qui se sont libérées, qui sont disponibles. Voilà, alors pour être peintre officiel de l'armée titulaire, donc définitivement peintre de l'armée, il faut passer 9 ans, en fait, un peu de probation, avec des agréments tous les 3 ans. Au bout des 3 premières années, on a un premier agrément, parce qu'on est entré dans ce qu'on attendait de nous, en fait, hein, sur les engagements qu'on avait pris, puisqu'être peintre de l'armée, c'est vraiment un engagement au sens militaire du terme. Et il faut aimer, bien sûr, l'armée, l'art militaire pour pouvoir le faire. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté, je pense, une certaine rigueur, une compréhension de ce que veut dire ensemble, en fait, la cohésion, quand on est... Parce que quand on est sur le terrain, effectivement, comme je l'ai pu l'être, moi, quand j'ai suivi les troupes en Lituanie, on se rend compte à quel point
la moindre erreur d'une personne met en danger tout le groupe, quoi. Voilà. Donc, toute cette rigueur-là est importante et m'a sans doute apporté dans mon métier aussi. Après, bon, moi je suis une civile, je reste vraiment une civile, hein, je ne suis pas militaire, puisqu'on n'est pas militaire quand on n'est pas de l'armée, sauf quand on est militaire d'active, parce qu'il y a avec nous des militaires d'active, mais qui le sont en rentrant, et qui continuent à être militaires. Pas moi, voilà, donc je fais les deux. Je travaille sur les commémorations, je travaille sur des grands personnages, des grands chefs de guerre généraux ou autres, mais aussi sur des soldats, voilà, ces héros simples qui sont tous ces soldats qui sont là pour nous, pour la nation. Pour ceux qui aimeraient rentrer, eh bien, il faut travailler pendant 1 an à peu près sur des sujets militaires, vraiment strictement, et se renseigner pour savoir quel thème va être demandé pour le salon. Donc là, cette année, justement, le thème, c'est la cohésion. Et donc, il faut présenter des œuvres qui ont trait à ce sujet-là, la cohésion. Voilà. En tant que photographe, en tant que sculpteur, en tant que peintre, illustrateur. Parce qu'en fait, on est tous sous la même dénomination, peintre officiel de l'armée, mais tous avec nos spécialités. Voilà. Moi, je suis peintre officiel de l'armée, spécialité sculpture. Les autres sont spécialités photographe. Voilà. C'est pour ça qu'on nous appelle les peintres, même si on est sculpteur. Voilà. J'arrête pas de... Voilà, donc on humidifie toujours la terre pour qu'elle reste très malléable, mais pas trop. Vraiment pas trop, parce que sinon ça la dégraisse et après elle n'est pas du tout agréable à travailler. Juste ce qu'il faut. Alors il va falloir que je trouve la pose du modèle. Donc Pierre Loti. On commence par la forme et après on rentre dans le subtil. Et c'est là où ça va devenir, très long. Alors avec le poids, la terre va s'affaisser. C'est pour ça qu'on ne peut pas aussi pousser trop loin au début. Avec le poids de la tête, ça va s'affaisser et du coup elle va redescendre. Donc en fait ce que je fais, c'est que je la laisse reposer toute la nuit, le temps qu'elle s'affaisse, et je la reprends après pour pouvoir la mettre vraiment aux bonnes proportions. Voilà, c'est une question de proportion. De donner les premières formes, même si ça reste encore très grossier et vulgaire. Mais dans ce cas-là, avec le poids de la tête, on le voit, hein, ça s'affaisse là. Comme je vais essayer de garder quand même une certaine hauteur ici, on va bientôt. Particularité de ce visage, c'est son nez, qui est quand même imposant. Pardon, monsieur Loti. Et là, vraiment, on a un nez, quoi. Hein. Ah, c'est très très grossier, hein. C'est juste pour trouver le bon équilibre dans les volumes. Voilà, tout est question d'équilibre en sculpture, hein, parce qu'on est dans l'espace. Donc,
Alors, est-ce que je suis déjà partie en opération extérieure? Oui. C'était une opération extérieure, enfin, ce n'était pas vraiment une opération extérieure, c'était de l'entraînement, c'était une démonstration de force, en fait, aux frontières déjà, avec la Russie. Je suis partie en Lituanie, donc, avec des chasseurs, enfin, c'était vraiment super. Et là, pendant une dizaine de jours, j'ai assisté à tous les exercices à balles réelles. Donc là, on sentait bien la nervosité du combat, et ça, c'est vraiment très important pour moi. Si je veux témoigner et faire des œuvres qui relatent de ce que c'est qu'être soldat ou de participer à ces conflits, eh bien, il faut que je comprenne bien comment se positionne un soldat, quelle est la tension, vous voyez, parce que la sculpture, c'est une histoire de tension. Quand on est sculpteur, on travaille beaucoup sur la tension, en fait. Voilà, les muscles, le visage. Et donc, ça m'a permis, c'est vraiment très important qu'on puisse partir pour accompagner les troupes, sinon on va dans les régiments pour voir les soldats s'entraîner. Ce qui me fascine beaucoup, enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, l'histoire de l'armée, depuis le début, croise la grande histoire. Enfin, il y a toujours eu toutes les grandes étapes qui ont eu lieu dans l'histoire. Il y a toujours eu, l'armée a toujours eu un rôle, a été là. Donc c'est l'histoire, en fait, qui me fascine, la mémoire. Je travaille sur le portrait, donc c'est aussi ça, c'est la mémoire. Alors, je peux effectivement tenter de vous expliquer comment se fait un bronze à partir d'une terre cuite originale. Donc ça, c'est la terre cuite originale. Ça veut dire que c'est la pièce telle qu'elle a été réalisée, quoi. C'est l'original. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, c'est le moule qui a été réalisé d'après cette pièce. Donc en fait, il est maintenu extrêmement serré pour que l'élastomère se tienne bien. Bon, là, on l'a défait. Alors, je vais tenter de vous l'expliquer, sachant qu'évidemment, ce n'est pas mon métier. Il y a des gens extrêmement spécialisés qui travaillent très bien, qui s'appellent des fondeurs, c'est leur métier. Ils vous en parleraient mieux que moi. Alors, pour les gens que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur le net. Vous avez beaucoup de films ou de tutos, de choses comme ça qui expliquent comment on fait une fonderie, une fonte. Voilà, donc cette pièce qui est assez simple, quand je dis qu'elle est assez simple, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de pieds, il n'y a pas plusieurs pièces, donc là on va la mouler en deux parties. Voilà, avec une séparation ici. Vous voyez, ici derrière les oreilles. Donc là, on va prendre l'empreinte avec de l'élastomère. Vous voyez là, en négatif. C'est l'empreinte exacte de ma pièce qui a été donc moulée. Alors l'élastomère, ça se met par couche. Donc on sépare en deux, en fait, avec souvent de la plastiline. La plastiline, c'est cette pâte hyper plastique qui ne sèche absolument jamais. Donc on va faire une séparation tout le long. Voilà, jusque là. Et là, on va commencer par mettre nos premières couches au pinceau d'élastomère. Donc c'est comme un chewing-gum. C'est toute une préparation très alchimique, un dosage très particulier. Donc on met nos couches, et donc l'élastomère qui a une très forte accroche va prendre l'empreinte exacte de mon travail. Vous voyez, on voit que tout est vraiment repris. On voit bien le casque ici. Adrien, vous voyez, tout est ici. On fait la même chose sur le devant. Après avoir enlevé ce qui séparait ici, justement, ça nous permet maintenant de venir nous remettre exactement à fleur avec la première partie. Et on a donc, regardez, l'empreinte exacte de mon travail ici en face. C'est beau d'ailleurs le négatif. Donc une fois que cette étape est faite, l'élastomère est fait, on va faire une chape en plâtre, c'est ça la chape en plâtre, qui va venir le renforcer. C'est donc ce qu'on appelle le moule estampé sous chape. Vous voyez, ça va venir le renforcer avec des repères ici qui vont permettre de réajuster les deux morceaux de manière vraiment exacte. Quand ce premier travail est fait par le mouleur,
Voilà, là aussi, ça permet de remettre le moule, l'élastomère vraiment à sa place et surtout, ça permet qu'il ne bouge pas. Donc, il faut qu'il soit vraiment collé à la chape. Ensuite, une fois que ça c'est fait, la pièce part, le moule part chez le fondeur avec la pièce originale pour être sûr que le travail qui est fait ici sera exact, qui concordera exactement à cette pièce originale. Et on va chauffer de la cire, souvent une cire noire, mais elle peut être d'autres couleurs, de la cire d'abeille donc. Et on va la mettre au pinceau partout. C'est un travail long, c'est un travail de professionnels. Les gens qui travaillent sont des gens qui ont un vrai savoir-faire chez les fondeurs. Donc vous voyez, il y a déjà 2 postes là. Le premier poste, le mouleur, le deuxième, le cireur, celui qui va mettre la cire. Donc on va mettre de la cire à peu près à 2 ou 3, 4 mm, mais pas trop. En fait, normalement, la cire ne devrait pas être trop épaisse parce que c'est ce qui va déterminer l'épaisseur du bronze. Après, vous allez comprendre pourquoi. Donc quand la cire a été mise d'une manière traditionnelle très bien, c'est-à-dire au pinceau normalement, eh bien on recolle les 2 morceaux et on va avoir l'exacte réplique de ma pièce originale en cire. Une cire qui est pour le coup hyper légère. Ça c'est une cire par exemple, vous voyez. Alors ça elle était un peu trop épaisse cette cire-là. Puis elle est très très dure. Imaginons que ça, c'est mon petit soldat, donc cette cire. On va mettre à l'intérieur un noyau en sable réfractaire. C'est un matériau réfractaire, c'est-à-dire qu'il supporte vraiment à fond la chaleur. Tout l'intérieur va être complètement rempli par cette matière réfractaire. Donc on va avoir l'empreinte intérieure de la cire. Ensuite, on va refaire un moule de ce qu'on appelle le moule de potée qui est créé autour de l'épreuve en cire. Donc la cire va être complètement prise à l'intérieur et à l'extérieur dans des moules, donc avec, vous voyez l'épaisseur de la cire. Donc la pièce reproduite exactement par rapport à l'original. Et donc dans ces moules, il faut tout un système d'alimentation avec des bâtonnets de cire qui vont être mis, alors là, à des places très précises. Et là, c'est plus mon métier, donc je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Mais en tout cas, ces bâtonnets de cire qu'on appelle les jets, les évents ou les égouts, par exemple. Donc les jets, c'est ceux qui vont être mis, a priori, ici, parce qu'ils vont permettre l'entrée du bronze en fusion. Et il y en a un peu partout. Les évents vont permettre à l'air de s'évacuer parce qu'il y a énormément d'air chaud. Enfin, il y a toute une. Enfin, ça se passe à une forte chaleur, donc tout ça provoque toute une réaction, pas alchimique, mais voilà, plein de choses. Et ensuite, les égouts qui vont permettre à la cire de partir. Voilà, quand ces évents sont faits, quand le moule a bien été réalisé, le moule de potée part en cuisson. Et on le monte progressivement jusqu'à 500-600 degrés. La cire va complètement fondre, ainsi que tous les systèmes d'alimentation, en fait. Et donc, le creux qui sera laissé à l'intérieur du moule correspondra exactement à la pièce originale. C'est ce qu'on appelle la fonte à la cire perdue. Et donc, on va ensuite, grâce aux évents qui ont été placés, pouvoir porter le bronze à ébullition. C'est magnifique, d'ailleurs, je vous conseille de le voir. On dirait de la lave sortie d'un volcan. C'est vraiment très, très beau. Quand on sort, quand les fondeurs arrivent pour mettre le bronze à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Donc, on remplit le creux laissé par la cire avec du bronze. Le bronze va venir reprendre exactement la forme. Et on aura ma sculpture qui sera reproduite en bronze. Exactement, ce sera exactement la même chose. Comme ce petit Africain qui est là. C'est dommage parce que je n'ai pas la même pièce, mais vous comprenez bien que c'est la même chose. Donc là, c'est un peu plus lourd. Voilà, ça, c'est le bronze. Ça, c'est un bronze. Et là, on a la couleur du bronze. C'est ce qu'on appelle brut de fonderie.
marquant le bronze. Une fois que le bronze, il n'est pas dans cet état-là, hein, il est brut de fonderie, mais comme vous vous souvenez qu'il y avait des évents, qu'il y avait donc les égouts, qu'il y avait plein de choses qui avaient été rajoutées, ben en fait, il y a des marques de tout ça. Et puis tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est un petit peu sorti, eh bien, il va falloir l'enlever. Et ça, c'est le travail de l'ébarbeur, qui est chargé de débarrasser en fait tout ce qui est entrant sur la pièce. Donc une fois que ce travail est fait, on va passer au ciseleur. Le ciseleur, c'est aussi un métier presque de sculpture parce que lui va rattraper absolument tout ce qui ne fonctionne pas par rapport à l'original pour que ce soit refait exactement pareil. Donc le ciseleur, une fois que la ciselure est terminée, d'ailleurs l'artiste assiste à la ciselure pour être sûr que tout va bien, on va passer à l'étape finale qui est la patine. La patine du bronze. En fait, la patine, c'est donner la peau à la sculpture. Puisque je vous l'avais dit, le bronze, quand il sort, il a à peu près cette couleur-là. Il est un peu rose, or, vous voyez. Et donc, on va mélanger des acides avec des couleurs. Enfin, là, pour le coup, on pourrait comparer, c'est tout un processus de révélation des couleurs à chaud, avec un énorme... On va mettre ces acides avec des pigments à chaud et par oxydation, en fait, le bronze va prendre sa couleur. Et ça se fait sous le regard de l'artiste qui choisit la patine qu'il veut avoir, la couleur, en fait, finale du bronze. Voilà, donc ça, c'est une patine assez simple, hein, c'est un peu dans les noirs, vert de gris. C'est des patines à l'ancienne, quoi, voilà. Et ensuite, pour stopper cette oxydation, il faut le recouvrir avec souvent de la cire. On met de la cire au final pour bloquer en fait l'oxydation. Mais c'est pour ça que les sculptures que vous voyez en extérieur, par exemple, dans les parcs ou partout sur les ponts, elles prennent une patine, la patine du temps, parce qu'elles s'oxydent en fait, parce que le vernis qui les protège part avec les intempéries, tout ça. Et par exemple, au Père-Lachaise, on voit des sculptures absolument magnifiques avec des couleurs comme ça, des oxydations qui sont très belles, quoi, je trouve. La patine du temps, je trouve que c'est très beau. Voilà, en gros. Après, encore une fois, un fondeur vous expliquerait beaucoup mieux que moi. À chacun son métier et les vaches sont bien gardées. Voilà, mais donc après, je rentre à l'atelier. Moi, je suis à l'atelier, en fait, tout le temps, et puis je travaille sur mes expositions, sur les salons. Je prépare des pièces, beaucoup. On me demande d'être invité d'honneur sur des salons, donc ça, c'est vraiment super quand on est invité d'honneur, parce que là, on expose beaucoup d'œuvres. C'est un métier, c'est magnifique, c'est vraiment... oui, on est des cherchants, quoi, comment dire... peut-être pas comme les scientifiques, mais si, on est constamment en train oui, de chercher, d'aller à la rencontre. Tous ces travaux m'auront permis de rencontrer des gens extraordinaires dans l'armée, par exemple, vraiment des gens, des généraux qui sont des gens qu'on rencontre nulle part ailleurs. Beaucoup dans le civil, bien sûr, des personnalités, des enfants, des voyages où j'ai rencontré plein d'artistes étrangers. Ça a été... Toute ma vie n'a été que rencontre et enrichissement. Voilà, s'enrichir en permanence en créant une œuvre. Puisque c'est vrai que quand je travaille aussi, je fais beaucoup d'investigations sur les personnalités que je suis en train de faire. Un peu comme un journaliste qui va écrire un livre sur De Gaulle, par exemple. Il va vraiment chercher tout ce qui correspond à cette personnalité de manière à vraiment bien la saisir. En fait, quand on est portraitiste, c'est un peu ce qu'on fait aussi. C'est vraiment, il faut tout savoir sur lui pour vraiment réussir à l'arrêter exactement là où il était, ce qui est toute la difficulté du portrait. Tu fais comment quand la personne n'est pas en face de toi? Là, je travaille d'après photo, par exemple. Là, c'est compliqué. Surtout là, puisque donc on va voir le buste de Pierre Loti, qui est cet immense écrivain, journaliste, officier de marine, que j'adore.
Mais là, j'ai peu d'iconographie, assez peu de documents, et surtout, j'ai pas de profil. Voilà, parce qu'on monte un portrait au profil, principalement. C'est vraiment le profil qui va me permettre de déterminer, en fait, toutes les articulations, comment tout ça s'accroche. Là, j'ai un seul profil qui n'est pas très bon, j'ai quelques trois quarts, bon, on verra. On va le faire. Là, moi, je pense que si on me demandait quels sont mes défauts et mes qualités, je dirais ma pugnacité, quoi. C'est-à-dire que je ne lâche jamais. Quoi qu'il arrive, puisque c'est en plus ces 20-30 dernières années, l'art figuratif a été vraiment mis à mal. Enfin, il a été complètement relégué, où il y avait le conceptuel, tout ça, qui a eu des choses extraordinaires, hein, mais des choses un peu moins bien, mais bon. Et donc c'est vrai que les figuratifs ont passé quand même beaucoup pour des ringards, quoi. Et donc j'ai continué, sachant qu'on reviendrait au figuratif, et je pense que ça y est, on y revient là. Tout le temps où l'œuvre est en cours d'élaboration, elle doit rester humide, pratiquement tout le temps la même humidité. Donc elle sèche évidemment parce que là on vient de travailler pendant 3 heures et pendant tout ce temps l'air s'est évaporé. Donc je remouille, je mets sous plastique. Il faut que ce soit bien hermétique. Puis on va la reprendre demain. Et elle sera exactement toujours assez mouillée pour reprendre le travail. Et voilà. Le secret du caractère unique de la présence au monde de l'homme, de la femme ou de l'enfant que je suis en train de réaliser, voilà, s'imprime d'un coup de pouce définitif, au coin d'un sourire, au creux d'un regard, dans la courbe d'un cou qui se penche. C'est ça toute la beauté aussi de ce travail, c'est cette extrême sensibilité. Tout est très très sensible en fait. Un petit rajout peut complètement déséquilibrer ou finir une œuvre, vous voyez, voilà. Et là, d'un seul coup, le regard, comme une ombre d'éternité, s'immobilise, suspendu à mi-chemin entre le visible et l'invisible. C'est peut-être tout le secret d'une sculpture réussie. C'est réussir à inscrire l'œuvre dans l'instabilité. Voilà, réussir à l'asseoir dans le très fragile et inaltérable équilibre. Voilà, c'est ça, quelque chose comme ça. Le manque de stabilité ajoute de l'élégance. Moi, je me rends bien compte que ce que je dis est très paradoxal, hein, mais peut-être que la force d'une œuvre est là, au creux du paradoxe.